Les jumelles du millionnaire veuf ne cessaient de pleurer, jusqu'à ce que la femme de ménage fasse quelque chose de choquant. La vaste demeure de Guillaume Marchand trônait dans les hauteurs boisées à la périphérie de Lyon, un manoir ancien aux pierres pâles, ceinturé de vignes à perte de vue, et désormais plongé dans un silence lourd comme le deuil. Depuis 3 mois, depuis cette nuit où la voiture d'Amélie s'était écrasée contre un platane détrempé sur une route de campagne, les couloirs avaient perdu leur éclat. Les murs, leur chaleur, et l'air lui-même semblaient figés dans un temps révolu. Guillaume, 39 ans, héritier et dirigeant d'un empire viticole fondé sur 5 générations, avait toujours su contrôler les chiffres, les vendanges et les négociations à huis clos. Mais rien ne l'avait préparé à la douleur crue, animale de la perte, ni aux cris incessants de ses filles, Camille et Zoé, 2 jumelles de 3 ans, au regard trouble, qui depuis l'accident ne cessaient de pleurer. Jour et nuit, elles refusaient la nourriture, repoussaient les bras tendus, griffaient parfois leurs propres jouets avec rage, comme si le monde entier leur avait été arraché en un instant. La maison, jadis vivante, résonnait désormais des pleurs lancinants qui transperçaient le silence comme des poignards. Les nounous se succédaient, chacune plus désemparée que la précédente, quittant le poste au bout de quelques jours, voire quelques heures. Les domestiques faisaient leur travail avec une discrétion étouffante, et le personnel médical n'avait rien pu faire d'autre que prescrire du calme et du temps. Guillaume, lui, s'était recroquevillé dans une solitude muette, errant d'un bureau à une chambre d'enfant, incapable de dormir plus de 2 heures d'affilée. Il n'avait plus le courage de se battre contre la détresse de ses filles, ni l'énergie de réanimer une maison qu'il ne reconnaissait plus. Alors, sur la recommandation de sa gouvernante, il accepta de faire appel à une nouvelle femme de ménage. Une simple formalité, pensait-il. Une présence silencieuse de plus dans cette maison où plus personne ne parlait. Elle s'appelait Élise Moreau, 33 ans, venue de Villeurbanne, discrète, ponctuelle, presque invisible au moment de l'entretien. Elle ne cherchait pas à plaire, ni à fuir. Elle accepta le poste avec calme, un regard droit et une voix douce, sans larmoyer, sans poser de questions. Elle commença un lundi matin d'octobre, alors que le vent automnal secouait les feuilles mortes contre les grandes baies vitrées du salon. Guillaume la salua d'un simple hochement de tête, lui indiqua les pièces principales à nettoyer, puis s'éloigna, son téléphone à la main. Elle devait rester dans les espaces du rez-de-chaussée, ne pas déranger les enfants. C'était la seule consigne claire. Mais à peine avait-elle posé son seau dans le couloir principal que les cris des jumelles éclatèrent à l'étage. Brutaux, déchirants. Pas des pleurs ordinaires, des sanglots furieux, des hurlements qui faisaient trembler les murs et siffler les oreilles. Guillaume, au salon, ferma les yeux, impuissant. Il ne montait plus tout de suite quand cela arrivait. Il attendait. Il espérait que cela passe. Il n'avait plus la force. Mais Élise, elle, ne bougea pas selon les règles tacites de cette maison figée. Lentement, elle gravit les marches, guidée par l'écho des pleurs. Elle frappa doucement à la porte entr'ouverte de la nurserie, puis entra sans attendre de réponse. Les 2 petites filles étaient là, recroquevillées au pied de leur lit, les joues rouges, les cheveux épars, les yeux noyés de larmes. Elle s'accroupit lentement, posant ses genoux sur le tapis moelleux. En silence, elle ôta ses chaussures. Puis, comme si elle n'était qu'une ombre paisible dans leur chaos, elle commença à chanter. La mélodie était ancienne, douce, étrangement mélancolique. Une berceuse au rythme lent, comme murmurée par le vent. Une chanson que personne n'avait entendue dans cette maison. Pas les nounous, pas les aides, pas même la gouvernante. Et pourtant, dès les premières notes, un changement imperceptible se produisit. Camille leva la tête. Zoé cessa de hurler. Les 2 petites restèrent figées, les yeux grands ouverts, fixant cette femme inconnue qui leur chantait un air venu d'un autre monde. Une larme roula sur la joue de Camille, puis une autre sur celle de Zoé. Mais ce n'était plus des larmes de douleur. C'était comme un relâchement, un souffle. Leur corps se détendit. Les sanglots cessèrent. Guillaume, alerté par le silence soudain, s'était avancé dans le couloir. Il s'arrêta à la porte. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Élise, pieds nus sur le tapis, les bras ouverts, berçait à peine la mélodie. Les filles s'étaient approchées. Elles l'avaient entourée sans la toucher, mais comme si leur simple présence près d'elle les apaisait. Mais ce qui glaça Guillaume, ce ne fut pas cette scène d'harmonie miraculeuse. C'était la chanson, cette chanson précise,
C'était celle qu'Amélie chantait à leur fille, avant même leur naissance. Un air que Guillaume n'avait jamais pu retrouver après sa mort, car Amélie l'inventait, semblait-il, en improvisant les mots, portés par un souvenir d'enfance trop ancien pour être consigné. C'était leur secret, un lien presque sacré entre mère et fille. Personne ne la connaissait. Personne. Et pourtant, Élise la chantait comme si elle l'avait toujours su. Guillaume recula d'un pas, le cœur battant. Ce n'était plus seulement la douleur qui le hantait. C'était désormais une question suspendue dans l'air, muette et implacable. Comment Élise pouvait-elle connaître cette berceuse? Et pourquoi, en cet instant précis, le silence de la maison lui sembla plus lourd encore, comme si quelque chose de bien plus grand que lui venait de commencer à se réveiller? Le lendemain matin, le soleil perçait à peine à travers les rideaux épais du salon lorsque Guillaume descendit lentement les escaliers, encore troublé par la scène de la veille. La chanson résonnait toujours dans sa tête, comme un fantôme mélodique impossible à chasser. Il avait mal dormi, obsédé par l'image d'Élise à genoux, apaisant ses filles avec une berceuse que seule Amélie connaissait. Il avait passé une grande partie de la nuit à fouiller de vieux carnets, des vidéos, des fichiers audio dans l'espoir de retrouver cette mélodie, de prouver à lui-même qu'il existait une explication rationnelle à tout cela. Mais il n'avait rien trouvé. Rien, sinon le souvenir obsédant de la voix d'Amélie chantant à voix basse dans la pénombre de la chambre des petites. Lorsqu'il entra dans la cuisine, Élise était déjà là. Elle lavait calmement les tasses du petit déjeuner, les manches relevées, concentrée, comme si elle faisait partie du décor depuis des années. Camille et Zoé, assises à la table, mâchonnaient leur pain en silence, les yeux brillants mais paisibles. Elle n'avait pas pleuré ce matin-là. Pas un cri, pas une protestation, pas même un soupir. Guillaume les regarda longuement, presque avec méfiance. C'était la première fois depuis des mois qu'il les voyait dans cet état. Élise se retourna doucement, lui adressa un discret bonjour, puis retourna à sa tâche. Elle ne fit aucun commentaire sur la soirée précédente, ne posa aucune question, ne chercha pas d'explication. Ce silence, pourtant, lui pesait. Guillaume s'assit à la table, en face de ses filles, tentant de deviner dans leur regard une trace de la nuit passée. Mais elles semblaient sereines, comme si cette chanson avait lavé, ne serait-ce qu'un instant, toute la douleur accumulée depuis la disparition de leur mère. Vers 10 heures, Élise monta à l'étage pour s'occuper du linge. Guillaume profita de l'occasion pour parler avec la gouvernante. Il voulait savoir si quelqu'un avait mentionné cette chanson à Élise. Mais non, personne ne l'avait entendue auparavant, pas même les anciennes nourrices. Elle ne figurait dans aucun enregistrement. Elle n'avait jamais été écrite, jamais partagée. Ce n'était pas une comptine populaire, ni un air connu. C'était, pensait-il, une pure invention d'Amélie, née de ses souvenirs ou de son imagination. Cette idée tourna dans sa tête toute la matinée. Il tentait de se convaincre qu'il existait une explication logique. Peut-être Élise l'avait-elle inventée, par hasard. Peut-être ses paroles étaient-elles simplement similaires, le ton comparable. Il envisagea même, un instant, qu'Amélie ait repris une chanson ancienne, transmise sans le savoir par une lignée oubliée. Mais aucune de ces hypothèses ne le satisfaisait vraiment. Il y avait dans la voix d'Élise, dans sa posture, dans sa manière de poser chaque mot, quelque chose d'authentique, comme si elle chantait ce qu'elle avait toujours connu. À l'heure du déjeuner, Guillaume se retrouva seul dans le bureau d'Amélie. Il n'y entrait presque jamais. La pièce, figée depuis le drame, exhalait encore un parfum discret de lavande et de papier ancien. Il s'assit dans le fauteuil de sa femme, balaya le bureau du regard. Il se demanda, l'espace d'un instant, si elle lui aurait laissé un indice. Il fouilla machinalement dans les tiroirs, ouvrit un carnet, puis un autre. Rien sur la chanson, rien sur Élise. Rien sauf un sentiment d'absence qui lui oppressa la poitrine. Il décida de ne rien dire à Élise ce jour-là. Pas encore. Il voulait observer, comprendre. Il avait besoin de savoir si cette femme, entrée dans sa maison comme simple femme de ménage, n'était pas autre chose. Il la vit ce soir-là étendre les draps dans la buanderie, un léger sourire aux lèvres. Elle fredonnait à nouveau, mais une autre mélodie cette fois. Les filles passaient à côté d'elle, tranquilles, presque complices. Zoé tendit même la main pour toucher un pan de la robe d'Élise. Elle ne pleurait pas. Elle riait. Guillaume s'éloigna sans se faire voir, troublé. Il passa la soirée dans son bureau, les rideaux tirés, la lampe de bureau allumée. Il ouvrit un dossier qu'il n'avait pas consulté depuis longtemps, les notes personnelles d'Amélie stockées dans une boîte ancienne en bois verni.
Des lettres, des croquis, des débuts de contes pour enfants. Rien ne semblait relié à Élise. Mais alors qu'il feuilletait un petit carnet de croquis, une image attira son attention. Un arbre, une grande figue entourée de fleurs sauvages. Il connaissait cet arbre. Amélie lui en avait parlé une fois, distraitement. Une figuier au sud de la France, près de la maison de son enfance. Il ne savait pas encore pourquoi ce dessin lui donnait froid dans le dos. Le lendemain, la journée se déroula dans une étrange tranquillité. Élise continuait son travail avec méthode, efficacité, sans empressement. Elle saluait les enfants, leur parlait doucement sans jamais les forcer. Et eux, qui hurlaient dès qu'un adulte s'approchait trop, semblaient désormais chercher sa présence, la suivre du regard, sourire en la voyant entrer dans une pièce. Mais c'est dans l'après-midi que l'événement le plus troublant se produisit. Alors qu'il était assis avec son ordinateur portable dans le salon, Guillaume entendit un éclat de rire. Un vrai rire, clair et spontané. Il se leva le cœur battant et trouva Élise assise en tailleur sur le tapis, une poupée dans une main, une petite couverture dans l'autre. Camille et Zoé étaient collées à elle, riant aux éclats. Élise faisait parler la poupée avec une voix grave et absurde, racontant une histoire de doudou aventurier tombé dans une mare de confiture. Ce n'était rien. Une scène banale. Une scène ordinaire dans une maison où les enfants vont bien. Mais ici, cela ressemblait à un miracle. Guillaume resta figé, incapable d'intervenir. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas rompre l'instant, c'était qu'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Comment une étrangère avait-elle pu, en 24 heures, établir un lien aussi fort avec ses filles, alors que personne n'y était parvenu depuis la mort d'Amélie? Ce n'était pas une question de technique, ni de psychologie. C'était une présence, une sorte de naturel, d'intuition profonde, comme si Élise connaissait déjà les chemins de cette maison, les secrets de ses enfants, les silences de cette douleur. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Guillaume regarda Élise différemment. Non plus comme une employée, pas encore comme une alliée, mais comme une énigme, une faille dans l'histoire linéaire de sa vie. Elle ne cherchait rien, ne réclamait rien. Et pourtant, elle était au centre d'un apaisement soudain, inexplicable, presque impossible à croire. Lorsqu'il monta se coucher, tard dans la nuit, il s'arrêta un instant devant la porte de la chambre des jumelles. Pas un son. Il entr'ouvrit doucement la porte. Camille dormait profondément, la bouche entr'ouverte. Zoé, les bras en croix, un sourire flottant sur les lèvres. Au pied du lit, la poupée que leur mère avait cousue de ses propres mains, posée à côté d'un petit foulard à fleurs. Ce n'était pas un jouet qu'elle prenait encore. Il avait été rejeté, ignoré pendant des semaines. Et là, il était là, comme s'il faisait à nouveau partie de leur monde. Guillaume referma la porte avec précaution. Il savait, à cet instant précis, que quelque chose avait changé et que cette transformation n'était pas due au hasard. Il ne dormira presque pas cette nuit-là non plus. Mais ce ne serait plus à cause des pleurs, ce serait à cause d'une chanson. Et d'une femme inconnue qui, sans le savoir, venait de déverrouiller une porte restée close depuis trop longtemps. Le lendemain matin, Guillaume se leva bien avant que la maison ne s'éveille entièrement. Il avait pris une décision pendant la nuit. Il ne pouvait plus simplement observer Élise à distance, la laisser circuler dans sa maison comme une présence inexplicablement bienveillante. Il devait comprendre, il devait poser la question. Sans confrontation, sans accusation, mais avec cette retenue qu'il avait appris à manier dans les négociations les plus sensibles. C'était d'ailleurs ce qu'il redoutait le plus, que ce moment devienne une négociation de sentiments, de souvenirs, de vérités qu'il n'était pas prêt à entendre. Lorsqu'il entra dans la cuisine, Élise était déjà là, comme chaque matin. Elle préparait calmement une tisane, sa manière à elle de commencer la journée. Les filles n'étaient pas encore levées. Il lui adressa un salut discret et attendit qu'elle termine son geste. Elle se tourna vers lui avec son expression habituelle, à la fois réservée et tranquille, puis inclina légèrement la tête. Il lui demanda s'il pouvait parler un instant dans le bureau. Elle le suivit sans un mot. Une fois la porte refermée, Guillaume s'installa dans le fauteuil, prit une inspiration, puis se lança, d'un ton calme mais direct. Il lui demanda où elle avait appris la chanson qu'elle avait chantée aux filles. Elle le regarda un instant, sans surprise apparente. Elle n'esquiva pas. Sa réponse fut simple, presque trop simple. C'était une berceuse que sa grand-mère lui chantait quand elle était enfant, dans le village où elle avait grandi, dans les collines de la Provence. Guillaume resta silencieux, mais son esprit s'agita.
Provence. Sa mémoire chercha un lien, un fil ténu. Il connaissait bien peu de choses sur l'enfance d'Amélie, et encore moins sur ses premières amitiés, mais quelque chose dans cette réponse éveilla un écho. Il lui demanda si elle connaissait le nom de la chanson, si elle savait d'où elle venait. Élise haussa les épaules. Non, elle ne connaissait ni le nom ni l'origine. Sa grand-mère l'appelait seulement la chanson du vent ou le chant de Mélie. Ce dernier mot frappa Guillaume comme un coup de marteau. Mélie. C'était ainsi que ses parents et quelques amis proches appelaient Amélie dans son enfance. Un surnom affectueux qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, qu'elle-même avait presque effacé de sa vie adulte. Il le savait parce qu'il l'avait appris en lisant ses vieux carnets, ceux qu'elle gardait dans la bibliothèque du 2e étage, écrits à l'adolescence. Il n'en avait jamais parlé à personne. Il ne dit rien à Élise. Pas encore. Mais dans son esprit, les pièces commencèrent à s'assembler. Une chanson oubliée, un surnom venu de l'enfance, une berceuse identique à celle qu'Amélie chantait, et surtout, la façon naturelle dont Élise s'était insérée dans la vie des jumelles, comme si elle y avait toujours appartenu. Au fil des jours, Élise gagna non seulement la confiance des filles, mais aussi celle des autres membres du personnel. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle écoutait, observait, adaptait sa présence avec finesse. Elle ne cherchait pas à plaire, elle n'imposait rien, mais son efficacité tranquille et sa douceur faisaient d'elle un point d'ancrage pour tous. Camille et Zoé, surtout, semblaient trouver en elle un repère essentiel. Elles recommencèrent à jouer, à manger un peu plus, à dormir plus sereinement. Les crises de pleurs se faisaient rares. Guillaume, lui, ne trouvait pas la paix. Il était partagé entre la gratitude pour l'équilibre retrouvé dans sa maison et le trouble profond qui l'envahissait dès qu'il croisait le regard d'Élise. Elle représentait un mystère qu'il ne parvenait pas à percer. Et plus encore, un lien avec Amélie qu'il n'avait jamais soupçonné. Mais était-ce une coïncidence ou quelque chose de plus intime? Élise elle-même semblait ignorante de toute implication. Elle ne manifestait ni curiosité excessive, ni souvenir précis d'Amélie. C'était cela qui le déroutait le plus. Un après-midi, alors qu'il cherchait une peluche que Zoé avait perdue, Guillaume monta dans l'ancienne chambre d'Amélie. La pièce était restée fermée depuis des semaines, mais elle conservait une atmosphère paisible, presque suspendue. Il ouvrit les tiroirs d'une commode, vérifia sous le lit, puis s'attarda devant une étagère de livres. Par réflexe, il fit glisser les volumes, comme pour s'assurer qu'aucun objet ne s'y était glissé. Et c'est là, coincé entre 2 ouvrages de psychologie de l'enfance, qu'il trouva une enveloppe jaunie, à moitié ouverte. Elle portait l'inscription manuscrite suivante. À Élise M. Il la reconnut immédiatement. C'était l'écriture d'Amélie. Sa main fine, légèrement penchée, reconnaissable entre mille. Il tira délicatement la feuille pliée à l'intérieur. Ce n'était pas une lettre achevée, c'était une page commencée, peut-être oubliée ou volontairement laissée là. Il la lut une première fois, puis une deuxième, en silence, sans respirer. Les mots étaient choisis avec soin, mais l'ensemble restait cryptique. Amélie parlait d'un jour qui n'est jamais venu, d'une promesse faite dans l'innocence et d'un geste de jeunesse qui appelle réparation. Elle écrivait qu'elle avait espéré un jour pouvoir revoir cette fille qui lui avait montré ce qu'était la tendresse avant même de savoir l'exprimer. Guillaume lut cette dernière phrase plusieurs fois. Elle parlait d'Élise, il n'y avait aucun doute. Mais comment? Quand? Et surtout, pourquoi ne jamais en avoir parlé? Pourquoi ce secret? Pourquoi cette lettre, commencée, jamais envoyée? Il reposa la feuille dans l'enveloppe, la glissa dans sa poche et quitta la pièce avec précaution. Il ne devait pas l'évoquer trop tôt. Il devait d'abord comprendre ce qu'Amélie voulait vraiment dire, ce qu'elle espérait. Le soir, autour du dîner, Élise raconta une anecdote aux filles. Une petite histoire sans importance, à première vue. Elle parlait d'une maison dans le sud, d'un arbre sous lequel elle jouait souvent enfant, une grande figuier, près d'un champ d'oliviers. Elle aimait grimper à ses branches, disait-elle, et y avait passé des après-midi entiers en compagnie d'une amie qu'elle appelait simplement Mélie. Guillaume, en entendant ce nom, sentit son cœur s'arrêter un instant. Ce n'était plus une supposition, ce n'était plus une coïncidence. Élise parlait de l'enfance d'Amélie, de souvenirs que personne d'autre ne pouvait connaître. Et pourtant, dans sa voix, il n'y avait aucune trace de calcul, de mise en scène. Elle racontait cela comme un souvenir lointain, sans soupçonner sa portée. Camille et Zoé, pendues à ses lèvres,
écoutait en silence. Guillaume, lui, se demandait jusqu'où cette mémoire effacée allait remonter. Ce soir-là, il sortit dans le jardin après avoir couché les filles. Il marcha longtemps, seul entre les allées de gravier humide, les pensées embrouillées. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il devait savoir d'où venait Élise, ce qu'elle savait, ce qu'elle avait oublié, et surtout ce qu'Amélie avait voulu réparer. Car cette histoire, il le sentait maintenant avec une certitude glaçante, ne faisait que commencer. Les jours suivants furent marqués par un mélange d'obsession silencieuse et de prudence calculée. Guillaume, désormais convaincu que le passé liait Élise et Amélie d'une façon bien plus intime qu'il n'aurait pu l'imaginer, choisit de ne pas révéler immédiatement la lettre trouvée dans l'ancienne chambre de sa femme. Ce document inachevé, fragile et précieux, devenait pour lui une clé entre les mains. Il l'avait relu chaque soir dans la solitude de son bureau, cherchant entre les lignes un aveu plus clair, une explication tangible. Mais la lettre restait elliptique, empreinte de regrets voilés et de nostalgie cryptée. Le geste de jeunesse évoqué par Amélie l'intriguait particulièrement. Il ne savait s'il s'agissait d'une promesse rompue, d'un lien brisé ou d'un simple souvenir transformé en dette morale. Il commença alors à observer Élise avec une attention plus aiguë, mais sans laisser paraître ses intentions. Il écoutait la façon dont elle s'adressait aux jumelles, les mots qu'elle choisissait, les expressions qui lui échappaient. Parfois, elle utilisait des tournures de phrases qui rappelaient celles d'Amélie, non dans le timbre ou la diction, mais dans l'intention. Cela le troublait profondément, une sorte d'écho de sa femme à travers une autre femme, sans que cette dernière ne semble en avoir conscience. Une fin d'après-midi, alors que les rayons dorés du soleil filtraient à travers les rideaux du grand salon, Élise sortit un album photo pour distraire les filles. Ce n'était pas un des albums récents. Elle l'avait trouvé, poussiéreux, dans un tiroir de la bibliothèque, et l'avait ouvert avec curiosité. Camille et Zoé, assises de chaque côté, tournèrent les pages avec excitation, pointant du doigt les images de leur mère jeune, souriante, en robe d'été, ou tenant un petit chien que Guillaume avait oublié. Élise commentait les photos avec douceur, s'attardant parfois sur un détail du décor ou sur un vêtement, comme si elle les avait déjà vus quelque part. C'est alors qu'elle s'arrêta sur une image particulière. Amélie, adolescente, assise sous un figuier immense, les cheveux détachés, un livre sur les genoux. Élise resta silencieuse un moment, puis murmura, presque pour elle-même, « Ce figuier ressemble étrangement à celui où je passais mes étés quand j'étais enfant. » Guillaume, assis à quelques mètres, feignit de ne pas entendre, mais chaque mot résonna en lui comme une confirmation de plus. Elle ajouta dans le même souffle, « Il y avait une fille là-bas, qui adorait grimper à l'arbre et me raconter des histoires. Elle s'appelait Mélie. » Zoé tourna une page, rompant le moment, et Élise reprit une voix plus enjouée, comme si ce fragment de mémoire n'était qu'une anecdote insignifiante. Mais pour Guillaume, ce fut la preuve définitive. Mélie, la chanson, le figuier, tout coïncidait. Il retourna cette nuit-là dans la chambre d'Amélie et fouilla à nouveau dans ses affaires. Ce qu'il cherchait, il l'ignorait. Peut-être une autre lettre, une photo, une trace, mais ce qu'il trouva fut bien plus révélateur, un petit carnet rouge, à la couverture de cuir usé. Il l'avait déjà vu, sans jamais l'ouvrir. C'était un journal, manifestement personnel, avec quelques dates et réflexions griffonnées, souvent désordonnées. Entre deux pages, une mention attira son attention. Amélie écrivait « Je pense souvent à elle, à ce que nous avons été. Ce n'était rien et c'était tout. » Ce n'était pas une histoire d'amour ni une amitié banale. C'était une reconnaissance. J'aurais dû la chercher, lui dire merci, lui dire que je ne l'avais jamais oubliée. Guillaume relut cette phrase plusieurs fois. C'était clair. Amélie avait connu Élise dans son enfance, probablement dans ce village du Sud. Elles avaient partagé quelque chose de profond, unique, et avaient été séparées par le temps ou les circonstances. Mais pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? Et pourquoi Élise semblait-elle avoir tout oublié? Il rangea le carnet et redescendit dans le silence de la nuit. Assis dans le salon, une tasse de thé froid entre les mains, il repensa à la première fois qu'il avait vu Élise, à ce sentiment immédiat de calme qu'elle dégageait. Était-ce cela que ressentait Amélie, enfant, en sa présence? Était-ce ce souvenir enfoui qui expliquait pourquoi les filles s'étaient si rapidement attachées à elle, pourquoi elles l'avaient acceptée sans résistance? Un lien ancestral, presque biologique, mais sans aucune dimension surnaturelle.
Juste une mémoire émotionnelle transmise de mère en fille, un fil invisible ancré dans les gestes, les voix, les regards. Guillaume ne savait plus s'il devait confronter Élise ou attendre que ses souvenirs remontent d'eux-mêmes. Mais il craignait qu'en parlant trop tôt, il ne la fasse fuir. Elle ne semblait pas chercher de réponse, ni poser de questions. Elle vivait chaque jour avec une simplicité presque déconcertante. Il décida alors de garder la lettre encore un peu, de continuer à observer. Le lendemain matin, Élise proposa une promenade dans le jardin avec les filles. L'air était frais, les feuilles humides. Les trois avancèrent entre les allées, les petites trottinant devant, ramassant des feuilles, riant à pleines dents. Guillaume les suivait à distance, les mains dans les poches, notant chaque geste d'Élise, chaque inflexion de sa voix. Elle montra aux filles une plante qu'elle aimait, leur expliqua comment sentir le romarin sans arracher la branche. Puis, en s'arrêtant sous un vieux noyer, elle murmura « Amélie aimait se cacher sous cet arbre quand elle ne voulait pas qu'on la trouve. C'est là qu'elle écrivait ses poèmes. » Guillaume s'immobilisa. Cette phrase, ces mots, n'étaient écrits dans aucun album, dans aucune note. Personne n'avait jamais su cela. C'était un secret d'enfance que seule Amélie pouvait connaître. Et Élise venait de le dire, sans réfléchir, comme un souvenir personnel. Elle se reprit presque immédiatement, comme si elle s'était surprise elle-même. Elle regarda Guillaume, confuse. Il soutint son regard, mais ne dit rien. Il se contenta de la fixer, en silence, le cœur battant. Ce soir-là, il relut la lettre pour la dernière fois avant de la ranger dans un tiroir fermé à clé. Il savait que le moment approchait. Le moment où il faudrait ouvrir cette boîte de souvenirs, confronter le passé et comprendre pourquoi le destin, ou plutôt la vie, avait ramené Élise dans cette maison. Car il était désormais certain que sa présence n'était pas le fruit du hasard. Elle faisait partie de l'histoire d'Amélie. Elle était un fragment oublié qui revenait pour compléter une image inachevée. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était si Élise découvrirait cela par elle-même, ou s'il lui faudrait un jour lui tendre la lettre qu'Amélie n'avait jamais eu le temps d'envoyer. Le lendemain de la promenade dans le jardin, Guillaume se réveilla plus tôt que d'habitude. La phrase qu'Élise avait prononcée sous le noyer ne cessait de tourner dans sa tête. Il n'y avait plus de doute possible. Elle avait bel et bien partagé des souvenirs intimes avec Amélie, mais elle ne semblait pas en avoir conscience. C'était comme si une partie de son enfance s'était effacée ou avait été rangée dans un recoin inaccessible de sa mémoire. Et pourtant, ces souvenirs ressurgissaient spontanément, déclenchés par des lieux, des odeurs, des objets. Guillaume n'arrivait pas à comprendre comment une mémoire aussi précise pouvait coexister avec une ignorance aussi sincère. Ce décalage ne faisait qu'accentuer sa curiosité, mais aussi son trouble. Il sentait qu'il marchait sur une ligne fine entre vérité et respect, entre désir de savoir et nécessité de ne pas brusquer. Ce jour-là, Élise semblait plus réservée. Elle évita les longs regards, resta concentrée sur ses tâches ménagères et ne passa que peu de temps avec les jumelles. Peut-être avait-elle senti que ces mots avaient éveillé quelque chose chez Guillaume, ou peut-être elle-même était troublée d'avoir parlé d'Amélie sans s'en rendre compte. Les petites, elles, ne paraissaient pas affectées. Au contraire, elles réclamaient Élise plus souvent, cherchèrent son contact, comme si sa présence leur offrait une sécurité que rien ni personne d'autre ne pouvait leur apporter. Guillaume les observait en silence, chaque jour un peu plus persuadé qu'Élise n'était pas simplement une aide passagère dans leur vie, mais un point de repère profond, enraciné. Dans la soirée, alors que le silence s'installait à nouveau dans la maison, Guillaume ressortit le carnet rouge d'Amélie et relut plusieurs passages. Il cherchait une piste, une phrase qui éclairerait ce qui s'était passé entre elles. Il n'y avait pas de date précise, pas de mention claire du village où cette amitié avait commencé, mais un nom revenait à plusieurs reprises, Valréas. Il se souvint alors que, lors de leur première année de mariage, Amélie lui avait parlé d'un été qu'elle avait passé chez sa grand-mère dans cette région. Un été qui l'avait marqué, disait-elle, sans jamais entrer dans les détails. Il n'avait pas insisté. Il avait appris, avec elle, à respecter les silences et à ne pas forcer les confidences. À l'époque, cela ne l'avait pas inquiété. Aujourd'hui, cela lui apparaissait comme un angle mort qu'il ne pouvait plus ignorer. Le lendemain matin, il entama des recherches discrètes sur Élise. Il savait peu de choses sur sa vie d'avant. Elle avait été engagée par l'agence de services domestiques qu'il utilisait depuis des années, une agence réputée, sérieuse,
avec laquelle il n'avait jamais eu le moindre incident. Il contacta le responsable sous prétexte de vouloir confirmer ses références pour une éventuelle prolongation de contrat. Il apprit ainsi qu'Élise avait grandi en Provence, dans une petite commune proche de Valréas, et qu'elle avait quitté la région à l'adolescence pour vivre avec un oncle à Lyon, après la mort de ses grands-parents. Elle avait peu de famille, aucune fratrie, et menait une vie simple, discrète, sans attache visible. Cette information, bien que basique, venait consolider ce qu'il soupçonnait déjà. Élise et Amélie avaient bien été proches dans leur enfance, et quelque chose, à un moment, les avait séparés. Guillaume choisit de ne rien dire encore à Élise. Il sentait que la vérité viendrait d'elle-même, à son rythme, portée par les souvenirs qui remontaient peu à peu. Il préférait que ce soit elle qui fasse le lien, que ce ne soit pas lui qui impose une lecture du passé. Il voulait qu'elle se souvienne, non qu'elle découvre, car il comprenait désormais que ce n'était pas simplement une histoire entre deux enfants qui s'étaient connus autrefois, c'était un lien qui traversait le temps, un fil invisible que ni la distance ni l'oubli n'avaient pu briser. Les jours suivants, Élise parut plus sereine. Peut-être avait-elle intégré inconsciemment les fragments de souvenirs qui l'avaient surprise. Peut-être commençait-elle à accepter que cette maison, ses enfants, ce jardin, lui parlèrent d'un passé plus ancien que ce qu'elle croyait. Un après-midi, alors qu'elle rangeait la chambre des jumelles, elle trouva dans un tiroir un vieux bracelet en perles de bois, fait main manifestement d'une autre époque. Elle le montra à Guillaume avec un sourire tendre, disant qu'elle avait fabriqué un bracelet identique lorsqu'elle était petite avec une amie qu'elle n'avait jamais revue. Elle s'interrompit, le sourire suspendu, et resta un moment silencieuse, les doigts caressant les perles. Guillaume ne répondit rien. Il savait que cette sensation de déjà-vu était un pas de plus vers la vérité. Camille et Zoé, de leur côté, continuaient à s'ouvrir. Leur langage s'enrichissait, leur sommeil s'améliorait, leur comportement devenait plus stable. Leur deuil, encore présent, semblait s'adoucir, porté par la constance et la douceur d'Élise. Guillaume en était à la fois reconnaissant et bouleversé. Il se sentait spectateur d'un processus qu'il ne maîtrisait pas, mais qu'il ne voulait surtout pas interrompre. Il avait longtemps cru qu'il pourrait tout gérer seul, avec discipline et structure. Mais il comprenait maintenant que certaines réparations ne passent ni par la logique ni par l'effort, mais par la reconnaissance silencieuse de ce qui fut perdu et de ce qui revient sous d'autres formes. Un soir, alors qu'il préparait les filles pour la nuit, Camille demanda si Élise allait rester pour toujours. Guillaume répondit qu'il l'espérait. Zoé, les yeux déjà à moitié fermés, murmura que maman serait contente. Il ne sut quoi répondre à cela. Il se contenta de les embrasser, de refermer doucement la porte et de rester un moment dans le couloir, le front appuyé contre le bois. Il repensa à la lettre, à la chanson, au figuier, au carnet, au bracelet. Tous ces fragments éparpillés commençaient à former un tableau cohérent, mais encore inachevé. Ce soir-là, dans le silence du salon, il regarda Élise assise au bout du canapé, un livre entre les mains, les jambes repliées sous elle. Elle semblait chez elle, sans l'être tout à fait. Il se demanda si elle ressentait, elle aussi, cette impression étrange de familiarité ancienne, ce confort mélangé d'inconfort, ce sentiment d'avoir été là avant, dans une autre vie, non pas de manière mystique, mais simplement dans la logique des trajectoires humaines, comme deux lignes parallèles qui, par un événement oublié, se seraient un jour croisées. Guillaume comprenait désormais que la vérité n'était pas une révélation brutale, c'était un tissage lent, patient, entre les souvenirs retrouvés et ceux qu'on accepte de laisser revenir. Élise ne cherchait pas le passé, mais il venait à elle par petites touches, comme une couleur qui réapparaît sous les couches du temps. Il n'y avait pas de hasard dans leur rencontre, il y avait seulement une histoire interrompue trop tôt, qui trouvait maintenant, dans le silence réparé d'une maison endeuillée, l'espace pour recommencer à être écrite. La décision fut prise un soir où le vent soufflait avec plus de force que d'ordinaire, agitant les branches contre les vitres comme des doigts impatients. Guillaume, enfermé dans son bureau depuis la fin du dîner, contemplait la lettre d'Amélie pour la 100e fois. Il avait longuement hésité à la montrer à Élise, mais une hésitation plus forte encore l'empêchait de franchir ce pas. La peur que cela brise quelque chose, que cela éveille un malaise irrémédiable. Il choisit une autre voie. Une enquête discrète mais déterminante. Il voulait vérifier par lui-même, en silence, ce que son instinct lui criait depuis plusieurs jours, que les souvenirs d'Élise n'étaient pas des coïncidences,
mais les échos d'une enfance partagée avec Amélie, enfouie sous les couches d'années et de silence. Il profita d'un déplacement prévu à Valréas, pour affaires, afin de mener ses recherches. Il visita les archives locales, demanda des copies de listes scolaires anciennes, consulta les registres municipaux. Il fit cela sans empressement, avec cette rigueur calme qu'il avait toujours eue dans les affaires. C'est dans un petit bureau administratif, où les dossiers et papiers étaient encore rangés à la main, qu'il trouva ce qu'il cherchait. Une photo de classe datée de l'été 1992. 2 enfants au premier rang, une brune aux yeux clairs et une blonde souriante assises côte à côte. Au dos, les noms étaient inscrits au crayon. Amélie Marchand et Élise Moreau. Il n'y avait plus de doute possible. Elles avaient été dans la même école, la même classe, le même été. Mais ce n'était pas tout. En recoupant les données, il découvrit que les familles Moreau et Marchand avaient vécu à quelques kilomètres l'une de l'autre pendant plusieurs années, avant que les Marchands ne déménagent brusquement pour Paris. Aucune explication n'était donnée dans les documents, mais le changement d'adresse avait été rapide, presque précipité. Guillaume supposa alors qu'un événement ou un conflit avait provoqué cette rupture. Un désaccord familial peut-être, ou une décision prise sans le consentement des enfants. Cela expliquerait pourquoi Amélie n'en avait jamais reparlé et pourquoi Élise semblait avoir tout oublié. Un arrachement trop brutal, trop jeune, que la mémoire avait enfoui pour se protéger. De retour à Lyon, il gardait ces informations pour lui. Il n'était pas prêt à les confronter directement à Élise. Il sentait que le moment n'était pas encore venu. Et pourtant, depuis quelques jours, quelque chose avait changé dans leur dynamique. Une forme de complicité silencieuse s'installait. Élise ne semblait plus aussi effacée. Elle prenait davantage d'initiative, suggérait des jeux, proposait des promenades plus longues. Guillaume, de son côté, se surprenait à chercher sa présence, à guetter sa voix dans les pièces voisines. Ce n'était pas encore du désir, c'était un apaisement, une reconnaissance muette. Un samedi après-midi, alors que Camille et Zoé jouèrent dans le salon, un incident inattendu bouleversa cette routine naissante. En montant les escaliers avec une pile de linge, Élise glissa sur une marche humide, tomba violemment et se foula la cheville. Guillaume accourut aussitôt. Il la trouva assise sur le palier, pâle, retenant un gémissement. Sans attendre, il la porta jusqu'au canapé du salon, l'installa avec précaution, puis appela un médecin à domicile. Les filles inquiètes tournoyaient autour d'eux, silencieuses pour une fois, comme si elles comprenaient la gravité du moment. Le médecin diagnostiqua une entorse sévère et recommanda un repos strict pendant plusieurs jours. Élise tenta de protester, disant qu'elle pouvait rentrer chez elle, mais Guillaume refusa catégoriquement. Il insista pour qu'elle reste à la maison, où il pourrait veiller à ce qu'elle se repose vraiment. Face à son ton ferme, elle céda, non sans gêne. On aménagea alors un coin du rez-de-chaussée pour qu'elle puisse y dormir proche des pièces principales, sans avoir à monter d'escalier. Cette nuit-là, le calme qui s'était installé dans la maison depuis quelques semaines fut rompu par les pleurs soudains de Zoé. Guillaume se leva aussitôt. En entrant dans la chambre des filles, il trouva Zoé assise dans son lit, tremblante, fiévreuse. Son front était brûlant. Il réveilla Élise, qui, malgré sa cheville douloureuse, insista pour l'accompagner. Ensemble, ils veillèrent auprès de la petite jusqu'au lever du jour. Élise lui préparait des compresses fraîches, murmurait des mots apaisants, tenait sa main sans jamais la lâcher. Guillaume, de son côté, restait en retrait, observant, touché par cette tendresse simple et naturelle qu'il n'avait plus vue depuis la disparition d'Amélie. Vers 5 heures du matin, alors que la fièvre de Zoé commençait enfin à retomber, Guillaume et Élise s'installèrent dans le salon, épuisés. Aucun des deux ne parlait. Ils étaient trop fatigués. Le silence qui les enveloppait n'était pas pesant. Il était familier, presque confortable. Guillaume tendit une couverture à Élise. Elle la prit sans un mot. Mais son regard croisa le sien plus longtemps que d'habitude. Il y avait dans ce regard une gratitude discrète, une reconnaissance partagée d'avoir affronté ensemble une nuit difficile. Ils ne dirent rien, ils n'en avaient pas besoin. Tout avait été dit dans les gestes, dans les veilles silencieuses, dans les regards jetés sur une enfant endormie. Cette nuit avait changé quelque chose, sans qu'ils aient à le formuler. Guillaume ne se sentait plus seul. Élise ne se sentait plus étrangère. Le lendemain matin, alors que la maison se réveillait lentement, Élise, fatiguée mais souriante, s'assit avec les filles pour leur lire une histoire. Camille s'endormit sur ses genoux, un pouce dans la bouche.
Zoé tenait toujours la main d'Élise. Guillaume, en les observant depuis l'encadrement de la porte, sentit une chaleur monter en lui. Pas seulement de la tendresse, pas seulement du soulagement, quelque chose de plus profond, une forme de paix qu'il n'avait plus ressentie depuis très longtemps. Mais cette paix, il le savait, était encore fragile. Les vérités cachées, les souvenirs enfouis, la lettre d'Amélie, tout cela formait une ligne de tension invisible, prête à se tendre à tout moment. Pourtant, pour la première fois, il se dit qu'il pouvait attendre, qu'il n'avait pas besoin de réponses immédiates, qu'il pouvait laisser Élise retrouver par elle-même ce que le temps avait effacé. Parce qu'en cette nuit partagée, ils avaient tous les deux franchi un seuil, celui de la méfiance à la confiance, de la distance au lien. Et si les mots n'étaient pas encore là, les gestes, eux, parlaient déjà d'un avenir possible. Le lendemain de la nuit blanche passée auprès de Zoé, la maison tout entière semblait flotter dans un état de semi-conscience, entre la fatigue accumulée et le calme étrange qui suit un moment d'alerte. Le silence n'était plus le même qu'auparavant. Il n'avait plus cette densité de deuil figé qui avait régné depuis la mort d'Amélie. C'était maintenant un silence de repos, de transition, presque paisible. Camille et Zoé passèrent la matinée à dormir, installés sur le canapé du salon emmitouflés dans des couvertures, tandis qu'Élise, la jambe encore douloureuse mais soutenue par une attelle provisoire, lisait un vieux roman posé sur ses genoux. Guillaume, de son côté, tentait de reprendre le fil de ses obligations professionnelles dans le bureau attenant, mais sa concentration était fragmentée. Il n'arrêtait pas de revenir en pensée à la nuit qu'ils venèrent de vivre, à chaque détail, chaque geste. Il se souvenait précisément du moment où Élise, posant une main sur le front de Zoé, avait murmuré que la fièvre baissait, de la manière dont elle avait tenu le regard de la petite, sans céder à la panique. Il revoyait encore le léger tremblement de sa voix lorsqu'elle avait parlé de l'enfant qu'elle avait failli perdre des années auparavant, dans des circonstances qu'elle n'avait pas détaillées. Elle n'avait pas d'enfant, Guillaume le savait, du moins officiellement. Mais dans cette phrase, il avait senti une faille, quelque chose de non dit qui dépassait la simple inquiétude. Peut-être une fausse couche, une adoption refusée, ou même une histoire ancienne qu'elle gardait secrète. Il n'avait pas insisté. Ce n'était pas le moment. Mais cette confidence inattendue avait ajouté une couche de complexité à ce qu'il ressentait déjà pour elle. Ce n'était pas encore de l'amour, mais ce n'était plus simplement de la reconnaissance ou de l'admiration. C'était un attachement subtil, une complicité née non pas du désir ou de l'admiration, mais d'une expérience partagée, silencieuse, ancrée dans l'écoute et l'endurance. Il n'y avait eu aucun geste déplacé entre eux, aucun frisson échangé. Et pourtant quelque chose de fort circulait désormais, une forme de compréhension muette que Guillaume n'avait plus connue depuis sa jeunesse. L'après-midi, les jumelles se réveillèrent avec un appétit étonnamment vif. Camille réclama du pain grillé, Zoé demanda du jus de pomme. Élise, toujours incapable de marcher normalement, donna ses instructions à la cuisinière en plaisantant, et les filles éclatèrent de rire. Guillaume, en retrait, observait cette scène avec un étonnement tranquille. Il n'y avait rien d'exceptionnel dans cette image. Et pourtant, elle lui paraissait extraordinaire. Ces derniers mois, il avait tout tenté pour ramener un peu de vie dans cette maison. Il avait engagé des spécialistes, des thérapeutes, des accompagnants, mais aucun d'eux n'avait réussi à créer ce climat. Élise, sans rien demander, avait su redonner aux jumelles leur enfance. Et peut-être à lui une forme de présence qu'il n'espérait plus. Ce soir-là, Élise resta dans le salon, les jambes surélevées, un coussin sous le genou. Guillaume lui apporta une tisane qu'il avait préparée lui-même, maladroitement. Elle le remercia sans ironie, et il s'installa dans le fauteuil en face d'elle. Les filles dormaient déjà. Il n'y avait pas de musique, pas de télévision. Seulement le crépitement discret du feu dans la cheminée et, de temps en temps, le bruit du bois qui craque. Ils parlèrent peu. Quelques banalités sur la pluie qui allait sans doute revenir, sur les feuilles mortes qui s'accumulaient dans l'allée. Puis Élise évoqua, presque à voix basse, une période de sa jeunesse qu'elle n'avait encore jamais mentionnée. Elle parla d'un été passé chez ses grands-parents, dans une maison aux volets bleus avec un jardin rempli de figuiers. Elle dit qu'elle avait une amie à cette époque-là, une fille plus extravertie qu'elle, qui lui inventait des histoires chaque soir. Elle n'avait pas de souvenir précis de cette amie, si ce n'est son rire, son énergie, et un bracelet qu'elles avaient fabriqué ensemble avec des coquillages. Guillaume sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette histoire,
C'était celle qu'Amélie lui avait racontée, des années plus tôt, en des termes presque identiques. Il ne dit rien, il se contenta d'écouter. Élise, absorbée par le fil de ses pensées, ajouta qu'elle ne se souvenait plus du prénom de cette fille, mais qu'elle avait toujours gardé une impression de chaleur en pensant à elle, un sentiment de complicité inégalé, comme si, enfant, elle avait trouvé là une âme sœur temporaire, un double momentané qui avait disparu trop vite. Guillaume savait qu'il était sur le fil, qu'il suffirait d'un mot, d'une révélation, pour que tout bascule. Mais il ne voulait pas que cela vienne de lui. Il voulait qu'Élise retrouve le chemin par elle-même, pas qu'il lui impose la carte. Elle était proche de s'en souvenir. Il en était certain. Il sentait que les souvenirs affluaient, confus, mais insistants. Il fallait leur laisser la place. Lorsqu'il monta se coucher tard dans la nuit, il se rendit compte qu'il n'éprouvait plus ce poids habituel au creux de la poitrine. La culpabilité, l'épuisement, la peur de ne jamais reconstruire une vie après Amélie, tout cela avait commencé à s'alléger. Il ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait. Il ne cherchait même pas à l'imaginer, mais pour la première fois depuis longtemps, il envisageait que quelque chose de nouveau puisse naître, pas en remplacement de ce qu'il avait perdu, mais en reconnaissance de ce qu'il avait encore. Le lendemain, alors que les filles s'habillaient pour une sortie dans le jardin, Élise leur raconta une devinette que, selon elle, lui avait apprise une vieille voisine de son village. Mais Guillaume savait qu'elle venait d'Amélie. C'était une expression codée qu'elles utilisaient entre elles, un petit jeu que seule Amélie partageait avec ses proches. Élise ne s'en souvenait pas. Elle l'avait simplement retrouvée dans un coin de sa mémoire, sans savoir d'où elle venait. Guillaume, une fois encore, ne fit aucun commentaire. Il la regarda s'éloigner en boitant légèrement, tenant la main de Camille, pendant que Zoé courait devant elle. Et dans ce tableau simple, presque banal, il comprit que quelque chose d'essentiel s'était rétabli dans cette maison. Pas seulement l'ordre, ni le calme, mais une forme d'harmonie que rien ne pouvait forcer ou simuler. Il restait encore des réponses à trouver, des zones d'ombre à éclaircir, mais désormais il savait qu'elles viendraient en temps voulu. Parce que parfois, ce n'est pas en interrogeant qu'on obtient les vérités les plus profondes. C'est en laissant l'autre se souvenir sans l'y pousser, en offrant simplement un espace où la mémoire peut s'exprimer, un silence d'écoute, un regard qui ne juge pas. Et c'est dans ce silence, plus que dans les mots, que Guillaume et Élise commencèrent, ce soir-là, à écrire une page nouvelle, sans l'avoir décidé, sans même s'en parler, simplement parce que c'était devenu naturel. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange stabilité. Élise, malgré sa blessure à la cheville, reprenait peu à peu ses habitudes, aidée par la gouvernante et une aide ménagère temporaire venue prêter main forte. Les filles poursuivaient leur rétablissement émotionnel avec une rapidité qui étonnait même le pédiatre de la famille. Elles riaient, jouaient, mangeaient avec appétit, dormaient sereinement. La maison respirait à nouveau, non plus dans la retenue, mais dans un rythme apaisé. Guillaume se surprenait à attendre certains moments de la journée. Le petit déjeuner dans la véranda, les histoires du soir, les conversations douces, presque banales, avec Élise. Il ne s'agissait plus seulement d'une curiosité intellectuelle ou d'une gratitude discrète. C'était devenu une attente affective. Mais l'équilibre fragile construit ces dernières semaines allait être mis à l'épreuve de manière brutale, presque accidentelle. Ce fut un simple geste, un oubli infime qui fit tout basculer. Une après-midi pluvieuse, Élise, seule dans le salon pendant la sieste des enfants, se leva pour chercher un livre qu'elle avait aperçu sur la table basse du bureau de Guillaume. Il était habituellement fermé à clé, mais ce jour-là, la porte était entr'ouverte. Peut-être par oubli, peut-être par inconscience. Elle entra doucement, les yeux à la recherche du roman. Mais ce qu'elle vit sur le bureau attira son attention bien plus que n'importe quelle lecture. Il y avait là une enveloppe posée, à moitié ouverte, avec une feuille manuscrite soigneusement repliée à l'intérieur. Élise la reconnut presque immédiatement. C'était l'écriture d'Amélie. Elle n'avait pas vu cette calligraphie depuis l'époque où elle signait des cartes de vœux envoyées à ses amis d'enfance. Elle ne savait pas comment elle le savait, mais elle le savait. Le nom inscrit sur l'enveloppe, Élise Mauch, lui coupa le souffle. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle prit la feuille. Elle ne pensait pas être capable de lire plus d'une ligne, mais elle lut tout, jusqu'au dernier mot. Les phrases résonnaient avec une intensité qu'elle ne pouvait pas encore formuler. Ce jour qui n'est jamais venu, la dette d'un geste de jeunesse, la fille qui m'a appris la tendresse avant que je la comprenne,
Les mots la traversaient. Une partie d'elle voulait croire qu'il s'agissait d'une autre Élise, d'une coïncidence. Mais elle savait déjà que ce n'était pas le cas. Elle reposa la feuille sur le bureau avec lenteur, recula de quelques pas, puis s'assit dans le fauteuil en cuir, vidé. Le vacarme silencieux de ses souvenirs venait de se réveiller d'un coup, brutalement. Le figuier, la maison aux volets bleus, les jeux inventés, les histoires racontées en cachette, le bracelet fait de ficelles et de coquillages. Et Amélie. Mélie, sa Mélie, celle qu'elle avait perdue, celle qu'elle croyait avoir rêvée. Elle resta là longtemps, trop longtemps. Guillaume la trouva en fin d'après-midi, toujours assise, les yeux fixés sur la fenêtre, la lettre à nouveau entre ses doigts. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il ne prononça pas un mot. Il referma simplement la porte derrière lui et s'approcha lentement. Élise ne pleurait pas, mais son visage portait les marques d'un bouleversement profond. Elle tendit la feuille sans un mot. Il la prit, la relut par réflexe, puis s'assit en face d'elle. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux ne parla. Ce fut Élise qui brisa le silence. Sa voix était calme, posée, mais teintée d'un étonnement douloureux. Elle dit qu'elle n'avait jamais su que Mélie s'appelait Amélie, qu'elle ne s'était jamais interrogée sur ce que cette amie d'enfance était devenue, que sa mémoire, par pudeur ou par protection, avait recouvert ces années d'un voile flou. Elle disait tout cela comme on raconte une absence, comme si elle prenait conscience qu'un pan entier de son histoire personnelle avait été mis en pause sans qu'elle ne s'en rende compte. Guillaume ne tenta pas de combler les silences. Il l'écoutait, il comprenait. Elle raconta ce qu'elle se souvenait, la façon dont leur famille s'était évitée après un désaccord, les allusions jamais expliquées, le départ soudain des marchands pour Paris, la promesse de rester en contact, vite effacée, et les années qui avaient suivi, pleines d'autres priorités, d'autres douleurs. Sa grand-mère était tombée malade, son père avait disparu, sa vie avait avancé sans elle, et au fond, ce qui lui revenait le plus clairement maintenant, c'était une sensation d'injustice, une séparation imposée, un vide laissé sans réponse. Lorsqu'elle termina, elle se leva lentement, prit appui sur le bord du bureau et dit qu'elle devait partir. Elle ne savait pas pour combien de temps. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle ressentait, seule, de s'éloigner, de mettre en ordre ce qu'elle venait de découvrir. Guillaume ne chercha pas à la retenir. Il savait que ce moment lui appartenait. Il la raccompagna à la porte. Les filles dormaient encore. Elle ne voulut pas les réveiller. Elle laissa simplement un mot pour elle, court et doux. « Je reviendrai. » Promis. Guillaume resta debout longtemps, sur le seuil de la maison. Il regardait la voiture d'Élise s'éloigner au loin, avalée par la courbe de l'allée. Le froid du soir montait. Les feuilles tombaient lentement des arbres. Il n'avait pas peur. Il n'était pas en colère. Il était seulement conscient que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Un passé longtemps enfoui avait refait surface. Une vérité personnelle, intime, avait été retrouvée. Et maintenant, chacun devait faire face à ce que cela signifiait. Le lendemain, les filles cherchèrent Élise dès leur réveil. Guillaume leur expliqua qu'elle était partie quelques jours, qu'elle avait besoin de repos. Camille demanda si elle allait revenir. Il répondit que oui, parce qu'au fond, il n'avait jamais été aussi certain d'une chose. Ce départ n'était pas une fuite, c'était une pause nécessaire, une respiration après le choc, une prise de distance pour accueillir une mémoire rendue à sa place. Et il savait que, tôt ou tard, Élise reviendrait. Non pas pour reprendre là où elle s'était arrêtée, mais pour recommencer autrement, forte de ce qu'elle avait retrouvé, et prête, peut-être, à construire quelque chose de nouveau. Les jours passèrent avec une lenteur qui n'avait rien à voir avec le calme retrouvé de la maison. C'était une attente pesante, tendue, qui planait sur chaque pièce comme une ombre discrète. Les filles s'habituèrent peu à peu à l'absence d'Élise, bien que chaque matin, elles demandassent si elle allait revenir aujourd'hui. Guillaume, fidèle à ce qu'il croyait désormais être une certitude, leur répondait toujours oui, sans date, sans promesse, mais avec une assurance presque tranquille. Lui aussi attendait. Il ne l'avait pas appelée. Il ne lui avait pas écrit. Il savait qu'elle reviendrait si elle en ressentait le besoin, quand elle serait prête. Car la façon dont elle était partie n'était ni un adieu, ni une rupture. C'était une mise à distance nécessaire, un espace pour faire le point, pour rassembler ce qui avait été brisé, puis retrouvé trop vite. Guillaume consacra ce temps à relire les carnets d'Amélie.
à revisiter ses souvenirs avec elle, non pas pour y chercher des réponses supplémentaires, mais pour mieux comprendre ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait gardé pour elle. Il réalisa alors à quel point elle avait été marquée par cette amitié d'enfance. Il vit dans les marges de certains textes de petites notes, des initiales, des symboles qu'il ne comprenait pas auparavant. Il trouva même une ébauche de lettres jamais envoyées à Élise, différente de celles qu'il avait déjà lues, plus intime encore. Elle y parlait de la peur de déranger, de la honte de ne pas avoir cherché plus tôt, et du regret d'avoir laissé le temps effacer ce qui avait compté. Guillaume ressentit alors une forme de mélancolie douce. Ce passé qu'il n'avait pas connu, cette part d'Amélie qu'il n'avait jamais vue, lui devenait soudain tangible à travers les mots et le souvenir d'Élise. Mais c'est lorsqu'il reçut un appel inattendu que les choses commencèrent à changer. Un numéro inconnu s'afficha sur son téléphone tard dans la soirée. Il hésita à répondre, puis reconnut la voix d'Élise à l'autre bout du fil. Elle parlait calmement, sans détour. Elle était dans le village où elle avait grandi, dans la maison aujourd'hui vide de ses grands-parents. Elle lui expliqua qu'elle avait retrouvé de vieilles affaires, des boîtes remplies de dessins, de photos d'enfance, de lettres oubliées. Et parmi ces souvenirs, une photo d'elle et d'Amélie, bras dessus, bras dessous, souriante devant un figuier. Elle n'avait aucun doute désormais. Elle avait bien connu Amélie. Elle l'avait aimée d'un amour d'enfance sans nom. Et elle avait oublié, volontairement ou non. Ce qu'elle venait de redécouvrir lui appartenait, mais elle voulait aussi le partager. Guillaume lui proposa de venir à sa rencontre. Elle accepta. Le lendemain, il prit la route tôt, traversant des paysages qu'il n'avait jamais visités. Lorsqu'il arriva à la petite maison en pierre, au bout d'un chemin bordé d'amandiers, Élise l'attendait sur le perron, vêtue simplement, un foulard noué autour des cheveux. Il descendit de la voiture sans un mot, et ils s'étreignirent avec une réserve douce, sans urgence. À l'intérieur, tout était empreint d'un calme ancien. Les meubles en bois, les rideaux usés, l'odeur du linge rangé depuis des décennies. Ils s'assirent dans la cuisine, autour d'une table en formica, un bol de café entre les mains. Élise parla, longtemps. Elle raconta comment, en retrouvant la photo, tous les souvenirs étaient de remonter. Leurs jeux, leurs disputes, les journées d'été. Elle se souvenait de l'arbre, du goût des figues, des promesses échangées, et aussi de la tristesse ressentie lorsque Mélie était partie sans prévenir. Elle n'avait jamais compris, et personne ne lui avait expliqué. Alors, elle avait enterré cela, jusqu'à ce que tout revienne par fragments, en travaillant dans cette maison, en entendant les rires des jumelles, en sentant certaines odeurs. Guillaume l'écoutait, profondément touché. Quand elle eut fini, il parla à son tour. Il raconta sa propre surprise, sa méfiance au début, sa douleur face au deuil, sa fatigue, puis son étonnement face à la transformation des filles, face à ce qu'Élise avait apporté sans même le savoir. Il lui confia qu'il n'avait jamais cherché à la retenir, qu'il avait espéré qu'elle revienne mais sans pression, et qu'il était ici non pas pour lui demander de revenir dans un rôle ou une fonction, mais pour comprendre avec elle ce que cette vérité retrouvée pouvait signifier. Ils passèrent la journée ensemble, à parler, à se taire, à marcher dans le jardin envahi de mauvaises herbes. Aucun mot d'amour ne fut prononcé, aucune déclaration. Mais une évidence s'imposa peu à peu. Quelque chose s'était tissé entre eux, fait de mémoire, de présence, de soins partagés. Pas un amour immédiat, pas un feu brûlant, mais une chaleur solide, discrète, presque timide. Le soir venu, Élise lui dit qu'elle ne savait pas encore si elle voulait revenir. Pas tout de suite, mais qu'elle voulait revoir les filles, être là pour elles, au moins pour un moment important. Guillaume acquiesça. Il lui parla de l'anniversaire prochain des jumelles, de la fête qu'il organisait en toute simplicité. Il l'invita. Elle accepta. Lorsqu'il quitta la maison, la nuit était tombée. Sur le chemin du retour, il repensa à chaque mot échangé, à chaque regard. Il ne savait pas encore ce que tout cela deviendrait. Mais il sentait que la blessure ouverte par la mort d'Amélie n'était plus une frontière infranchissable. Ce n'était pas une substitution qu'il cherchait, ni une répétition, mais un lien possible, nouveau, construit sur la vérité retrouvée et l'affection sincère. Le jour de la fête approchait. Camille et Zoé attendaient avec excitation leur gâteau préféré, leurs ballons, les petits cadeaux. Guillaume préparait tout avec soin, mais au fond, une seule chose lui importait, le retour d'Élise.
Il ne savait pas comment les filles réagiraient, il ne savait pas ce qu'ils ressentiraient en la revoyant dans cette maison, mais il savait que, quel que soit le moment, quel que soit le mot, ce serait un tournant. Non pas un retour au passé, mais l'acceptation d'un présent où les fragments éparpillés de plusieurs vies commençaient enfin à s'assembler. Le matin de l'anniversaire des jumelles, la maison s'éveilla dans un calme inhabituel, comme si tous ses occupants retenaient leur souffle. Camille et Zoé, levées plus tôt qu'à l'accoutumée, couraient déjà dans les couloirs en riant, vêtues de robes neuves choisies avec soin par Guillaume et la gouvernante. Le salon, décoré sobrement avec des guirlandes de papier, respirait une joie mesurée, empreinte de cette tendresse qu'on retrouve lorsqu'on a longtemps vécu dans le silence. La table était dressée pour une petite dizaine d'invités, essentiellement des proches collaborateurs de Guillaume, quelques amis de longue date et les enfants de 2 familles du voisinage. Guillaume avait voulu une célébration simple, sans artifice, mais pleine de chaleur. Pourtant, malgré l'effervescence, son regard revenait sans cesse vers l'entrée de la maison. Elle n'était pas encore arrivée. Il n'avait pas dormi profondément cette nuit-là. Il s'était demandé, presque à chaque heure, si Élise viendrait réellement. Son accord lors de leur dernière rencontre avait été sincère mais prudent. Elle n'avait pas dit « je reviens », seulement « je viendrai pour elle ». Il ne voulait pas interpréter au-delà. Il respectait ce temps dont elle avait besoin, cette lente digestion d'une vérité qu'il avait percutée de plein fouet. Il n'attendait rien d'autre que sa présence, même brève, même distante. Et pourtant, il espérait. Peu avant midi, alors que le jardin accueillait déjà les premiers rires d'enfants courant entre les buissons, une voiture se gara discrètement devant le portail. Guillaume se figea une fraction de seconde, puis sortit sans rien dire. Élise était là, vêtue simplement, une petite boîte à la main, les cheveux relevés comme elle le faisait souvent lorsqu'elle voulait éviter de trop se faire remarquer. Elle lui adressa un regard direct, sans détour, mais empreint d'une douceur qu'il reconnut immédiatement. Il l'accueillit avec un sourire silencieux et l'invita à entrer. Elle s'avança sans hésiter, traversa le jardin et entra dans la maison. À peine les filles l'aperçurent-elles qu'elles se jetèrent dans ses bras, presque en même temps, la serrant avec la ferveur de celles qui retrouvent ce qui leur avait manqué sans comprendre pourquoi. Élise les embrassa, les souleva, les fit tournoyer doucement, malgré sa cheville encore fragile. Elle leur offrit la petite boîte qu'elle tenait, 2 bracelets identiques, faits de perles de bois et de ficelles colorées. Les filles poussèrent des cris de joie. Guillaume, debout à quelques pas, sentit sa gorge se serrer. Il n'y avait pas de discours à faire, pas de geste à imposer. L'émotion du moment parlait d'elle-même. La fête se déroula dans une atmosphère de clarté tranquille. Élise, bien que restée discrète, participa avec naturel aux jeux, aux rires, aux conversations. Elle ne cherchait pas à s'imposer, mais sa présence se faisait sentir, constante, fluide. Guillaume, de son côté, alternait entre les rôles d'hôte attentif et de père absorbé, tout en gardant toujours Élise dans un coin de son regard. Il ne la surveillait pas. Il la regardait exister à nouveau dans cette maison, comme si elle n'était jamais vraiment partie. Ce fut Camille, sans le savoir, qui bouleversa le cours de la journée. Alors que tous étaient réunis autour du gâteau, prêts à souffler les bougies, elle se tourna vers Élise et dit d'une voix claire « C'est toi qui les allumes, maman ». Un silence immédiat s'abattit sur le jardin. Tous les regards se tournèrent vers Élise, puis vers Guillaume. Zoé, elle, ne sembla pas surprise. Elle saisit la main d'Élise comme si c'était une évidence. Élise, figée une seconde, baissa les yeux, puis sourit. Pas un sourire gêné ni forcé, un sourire douloureux et magnifique, chargé de quelque chose qu'on ne peut pas nommer sans l'abîmer. Guillaume fit alors un pas en avant. Il demanda doucement à tout le monde de s'approcher. Il tenait un verre dans la main. Il dit qu'il voulait porter un toast, non pas pour célébrer seulement l'anniversaire de ses filles, mais pour rendre hommage à ce que cette journée représentait au-delà de la fête. Il parla d'Amélie, avec simplicité. Il dit combien elle avait été une mère attentive, une femme lumineuse, une âme rare. Il dit que sa mémoire ne devait pas être figée dans le chagrin, mais nourrie par tout ce qui continuait à vivre dans ceux qui l'avaient aimée. Il parla ensuite d'Élise, sans détour, mais avec une tendresse assumée. Il évoqua son arrivée, son impact immédiat, les changements imperceptibles et profonds qu'elle avait apportés, non par effort, mais par présence. Il ne prononça pas le mot « miracle ». Il n'en avait pas besoin.
Il dit simplement qu'elle avait redonné à ses filles le goût de la vie, et à lui celui du possible. Le silence après son discours fut chargé. Élise, les yeux brillants, se leva lentement, sans lâcher la main de Camille. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas à le faire. Ce fut Zoé qui, en chuchotant, compléta la scène. On est bien quand elle est là. Les invités, émus, applaudirent doucement, presque par réflexe. Puis, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit, les bougies furent allumées, le gâteau coupé, les rires reprirent. Mais quelque chose avait changé. Un nœud s'était défait, une barrière invisible s'était effondrée. Plus tard, dans le calme du soir, alors que les derniers invités étaient repartis, que les filles dormaient, que les décorations se détachaient lentement sous l'effet de la brise, Guillaume retrouva Élise dans le salon. Ils restèrent un moment sans parler, assis l'un à côté de l'autre. Puis il lui dit simplement qu'il était heureux qu'elle soit venue. Elle répondit qu'elle l'était aussi. Il la regarda. Elle soutint son regard. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de certitude non plus, juste une ouverture, une possibilité. Il lui dit qu'il avait quelque chose à lui proposer. Rien d'obligatoire, rien de pressé. Elle attendit. Il hésita un instant, non pas par doute, mais pour choisir les mots. Puis il dit qu'il aimerait qu'elle reste, pas comme femme de ménage, pas comme invitée, mais comme tutrice des filles, avec la liberté de ne rien accepter au-delà de cela, si elle le souhaitait. Il dit qu'il avait des sentiments pour elle, mais qu'il comprenait que ce ne soit pas le moment ou que cela ne soit jamais le cas. Ce qu'il voulait, c'était lui offrir une place, une vraie, stable, équilibrée, respectueuse. Élise ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, regarda par la fenêtre le jardin plongé dans la pénombre, puis revint s'asseoir. Elle dit qu'elle ne savait pas encore, qu'elle avait besoin d'un peu de temps, mais que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait prête à réfléchir à quelque chose de durable. Guillaume hocha la tête. Il n'attendait pas une promesse. Ce soir-là, ce qu'il partageait, c'était plus fort qu'un oui immédiat. C'était une confiance fragile, mais vraie. Et c'était suffisant. Les jours qui suivirent l'anniversaire des filles furent empreints d'une atmosphère suspendue, entre douceur et tension silencieuse. Élise avait accepté de rester quelques jours de plus dans la maison, à titre provisoire, pour ne pas perturber davantage Camille et Zoé. Elle reprit une partie de ses tâches habituelles, mais dans une posture nouvelle, moins celle d'une employée que d'une personne en transition. Guillaume, de son côté, respecta scrupuleusement l'espace qu'elle réclamait. Il ne revint pas sur sa proposition. Il ne l'interrogea pas. Il n'imposa aucun échange. Il vivait chaque jour avec l'espoir discret qu'elle resterait, mais il avait compris que rien ne devait être forcé. Les filles, elles, paraissaient insensibles à cette retenue. Pour elles, Élise était revenue, et cela suffisait. Elle la suivait partout, s'endormait plus facilement, posait moins de questions. La simple présence d'Élise dans leur environnement suffisait à stabiliser leur univers. C'était comme si elles avaient intuitivement reconnu un repère, un socle affectif, une continuité. Et cette sécurité retrouvée renforçait encore le lien qu'elles entretenaient avec elle. Pour Élise, cette cohabitation temporaire s'apparentait à une épreuve intérieure constante. Chaque pièce de la maison lui rappelait désormais quelque chose. Non plus uniquement des souvenirs de son emploi, mais des réminiscences d'enfance partagée, de rires d'été, de jeux innocents avec une amie dont elle avait cru avoir oublié le prénom. Les murs semblaient en lui parler par vagues, non pas avec mystère, mais avec une forme de résonance affective qui ne cessait de l'ébranler. Chaque geste avec les filles, chaque interaction avec Guillaume ravivait cette certitude douloureuse. Elle n'était pas ici par hasard. Et pourtant, elle craignait que son retour soit perçu comme une intrusion dans une histoire qui ne lui appartenait plus. La proposition de Guillaume la hantait sans relâche. Devenir tutrice des jumelles signifiait beaucoup plus que vivre sous ce toit. Cela impliquait un engagement affectif profond, un ancrage dans une vie qu'elle n'avait pas planifiée. Elle n'était pas sûre de pouvoir assumer ce rôle. Elle ne voulait pas se substituer à Amélie. Elle ne voulait pas devenir un remplaçant sentimental pour des enfants encore marqués par le deuil. Et plus encore, elle craignait de se perdre dans une identité qui ne serait pas totalement la sienne. Ce doute la paralysait. Un après-midi, alors que les filles étaient à la sieste et que la pluie tombait doucement sur les vitres du salon, Élise s'installa dans la bibliothèque. Elle ne cherchait rien de particulier. Peut-être un livre pour s'évader, une distraction. Mais ses doigts tombèrent presque par réflexe sur un carnet qu'elle n'avait encore jamais vu.
Il était posé sur la 3e étagère, entre 2 ouvrages de poésie. Un carnet à la couverture souple, sans titre. Elle l'ouvrit, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance. C'était un cahier de pensées, tenu par Amélie quelques mois avant sa mort. Les premières pages contenaient des réflexions sur la maternité, des fragments de phrases écrites à la volée, des sensations capturées en quelques mots. Mais plus elle avançait, plus les phrases prenaient une tournure personnelle, presque adressée. Amélie y évoquait le souvenir d'une amie qu'elle avait aimée sans jamais pouvoir la retrouver, une fille qui lui avait montré, enfant, la douceur dans un monde encore brut. Elle écrivait qu'elle aurait voulu que ses filles connaissent un jour quelqu'un comme la petite Élise du Figuier, quelqu'un capable d'offrir une présence silencieuse, une bienveillance sans attente. Et plus loin encore, dans une phrase gribouillée à la hâte, elle notait « Si jamais elle revient dans ma vie, j'aimerais qu'elle sache que je ne l'ai jamais oubliée et que je lui fais confiance pour aimer ce que j'ai laissé derrière moi. » Élise referma le carnet en silence. Elle resta longtemps immobile, le regard perdu, les mains tremblantes. Ces mots, aussi simples soient-ils, avaient la puissance d'une absolution. Elle comprit alors que son rôle ici ne venait pas remplacer celui d'Amélie, mais le prolonger dans une autre forme. Elle n'était pas une usurpatrice. Elle était celle à qui Amélie avait d'une certaine manière déjà ouvert la porte. Pas pour prendre sa place, mais pour accompagner, transmettre, veiller. Le soir venu, Élise ne dit rien à Guillaume. Elle garda ce carnet pour elle, du moins pour l'instant. Mais dans ses gestes, quelque chose avait changé. Elle souriait plus facilement. Elle acceptait les moments de complicité sans s'en excuser. Elle ne s'éloignait plus dès que le silence s'installait. Guillaume le remarqua, bien sûr, mais fidèle à sa promesse de ne rien presser, il se contenta de partager cette nouvelle fluidité avec gratitude. Quelques jours plus tard, alors qu'ils étaient seuls à la table du petit déjeuner, Élise rompit enfin le silence. Elle dit qu'elle avait lu quelque chose d'Amélie, quelque chose qui l'avait aidée, et qu'elle avait une réponse à lui donner. Guillaume posa sa tasse, attentif, sans la couper. Elle dit qu'elle acceptait, qu'elle voulait rester. Pas seulement pour les filles, mais aussi pour elle-même. Parce qu'elle s'était rendue compte que cette maison, cette vie, n'était pas un emprunt ou une parenthèse, mais la continuité logique de quelque chose d'inachevé, maintenant prêt à être vécu. Elle ajouta qu'elle avait peur, peur de mal faire, peur d'être rejetée un jour, par les filles ou par lui, mais qu'elle ne pouvait pas nier ce qu'elle ressentait, ce lien ancien retrouvé, cette place qu'elle n'avait pas cherchée, mais qui lui semblait juste. Guillaume la regarda longtemps, puis il lui prit doucement la main. Il ne dit pas grand-chose, seulement qu'il était heureux, et qu'il ne demanderait rien de plus qu'elle ne puisse offrir. Il ne s'agissait pas d'un pacte, ni d'un serment. C'était un accord muet, un alignement rare entre deux êtres qui avaient traversé la perte, la confusion, et trouvé dans leurs fragments respectifs une forme d'unité. Ce jour-là, Élise ne se sentit plus en transition. Elle était là, et elle avait choisi. Non pas pour combler un vide, mais pour faire partie d'un présent en construction, riche de mémoire, mais libre d'évoluer. Et cela suffisait, pour elle, pour Guillaume et pour les filles. L'engagement d'Élise à rester dans la maison avait été accueilli avec une discrétion sincère, sans effusion ni discours. Camille et Zoé ne posèrent aucune question. Elles continuèrent à chercher Élise chaque matin, à lui raconter leurs rêves, à s'endormir contre elle en fin d'après-midi. C'était comme si leur monde s'était remis en place, sans qu'un mot n'ait été nécessaire. Pour Guillaume, la transition fut plus lente, non pas par doute, mais par prudence. Il savait que les sentiments qu'il éprouvait pour Élise ne pouvaient être traités comme une évidence. Il avait posé les bases d'un respect mutuel, d'une présence choisie. Et il tenait à ce que cet équilibre soit conservé, même dans l'intimité des pensées. Élise, quant à elle, investit sa nouvelle position avec la sobriété qui la caractérisait. Elle ne modifia rien à sa manière d'être avec les filles. Elle ne chercha pas à imposer de changements dans la gestion du quotidien. Mais dans les détails, quelque chose avait évolué. Sa voix était plus ferme lorsqu'il s'agissait de poser des limites. Ses gestes étaient plus confiants. Elle se tenait dans la maison comme quelqu'un qui, sans réclamer l'autorité, savait qu'il avait sa place. Le regard de Guillaume sur elle changeait aussi, imperceptiblement. Il ne la voyait plus comme un soutien providentiel, mais comme une femme dont les choix étaient guidés non par la circonstance, mais par une volonté intime. Cela lui inspirait du respect,
mais aussi un attachement plus profond. Pourtant, malgré cette harmonie nouvelle, Élise ressentait parfois un léger vertige, un sentiment diffus, difficile à formuler, comme si une partie d'elle résistait encore à cette stabilité retrouvée. Ce n'était ni la peur de l'avenir, ni la nostalgie du passé, mais un fragment d'inachevé, de non-dit, qui la travaillait en silence. Elle se surprenait à traverser certains couloirs de la maison en ralentissant le pas, comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Ce manque invisible la poussait à revenir dans la bibliothèque plus souvent qu'à son habitude. Elle y passait de longues minutes, parfois assise sans lire, parfois effleurant les livres du bout des doigts, comme à la recherche d'un signe. Un matin, alors que Guillaume s'occupait des filles à l'extérieur, Élise retourna dans la pièce qu'elle avait évitée depuis le début, l'ancienne chambre d'Amélie. Elle y entra doucement, sans bruit, refermant la porte derrière elle, comme si elle entrait dans un lieu sacré. Rien n'avait changé. Le lit était fait, les rideaux tirés, la lumière douce. Elle resta debout un moment, avant de s'approcher du petit bureau placé sous la fenêtre. Elle ouvrit les tiroirs un à un, lentement, sans chercher rien de précis. Puis elle tomba sur un carnet à la couverture rigide, dissimulé sous une pile de papier. Il ne portait aucun titre, juste une initiale sur le coin inférieur droit. A. Elle l'ouvrit, prudemment. À l'intérieur, des pages entières manuscrites, remplies de réflexions intimes, de souvenirs, de regrets, de souhaits. Elle reconnut la voix d'Amélie dans l'écriture. Ce n'était pas un journal classique, mais une sorte de recueil de pensées, écrit parfois à la deuxième personne, parfois à la première, parfois sans sujet du tout. L'écriture changeait de ton, de rythme, mais restait constante dans son intensité. Elle tomba sur une page marquée par un signet fin. Ce qu'elle lut la laissa immobile. Amélie y écrivait qu'elle avait passé sa vie à tenter de combler un manque dont elle n'avait compris l'origine que très tard. Elle parlait de cette amie d'enfance, de celle que j'ai laissée derrière moi sans avoir le courage de la retenir. Elle disait que cette perte avait formé en elle une sorte de vide discret mais permanent. Et que, dans ses moments de doute les plus profonds, elle rêvait que cette fille, cette petite Élise, revienne un jour dans sa vie, non pour réparer quoi que ce soit, mais simplement pour être là. Elle écrivait qu'elle souhaitait qu'un jour, ses filles puissent connaître une femme qui incarne la loyauté douce, l'attention naturelle, la force tranquille. Elle concluait la page ainsi. « Si cette femme revient, je saurai que le passé n'était pas vain. Même si je ne suis plus là pour lui dire, je voudrais qu'elle sache qu'elle n'est pas une invitée ici. Elle est chez elle. » Élise relut cette phrase à plusieurs reprises. Puis elle referma le carnet, le reposa à sa place et resta un moment debout devant la fenêtre. Elle ne pleurait pas, mais elle sentait que quelque chose s'était posé en elle. Ce n'était pas une révélation, ce n'était pas un message magique, c'était simplement un apaisement. Elle n'attendait plus de validation. Elle ne doutait plus de sa légitimité. Ce que Guillaume lui avait offert était cohérent. Ce que les filles lui donnaient chaque jour était réel. Et ce que ce carnet confirmait, c'était qu'elle pouvait maintenant vivre pleinement ce présent, sans la peur d'envahir un espace réservé à une autre. Quand elle descendit au rez-de-chaussée, elle croisa Guillaume dans le vestibule. Il portait des sacs de course. Elle l'aida à les poser. Ils échangèrent quelques mots banals, comme deux personnes qui partagent un quotidien. Puis, alors qu'il rangeait des fruits dans une corbeille, elle s'approcha de lui et lui dit, avec une voix calme mais ferme, qu'elle avait trouvé le carnet d'Amélie. Il se redressa, la regarda attentif. Elle ajouta que cela avait confirmé ce qu'elle sentait depuis des jours, mais qu'elle n'osait pas encore accepter pleinement. Guillaume ne posa pas de questions. Il se contenta de l'écouter. Elle termina en disant qu'elle était prête maintenant, pas seulement à être là, mais à vivre ici, à construire quelque chose, pas à prolonger un souvenir. Guillaume s'approcha, lui toucha le bras avec précaution et répondit simplement qu'il était prêt lui aussi, qu'il n'attendait rien d'elle qu'elle ne soit déjà en train de donner. Cette nuit-là, Élise s'endormit dans sa chambre, paisible pour la première fois sans songer au lendemain. Et lorsque le matin venu, Camille vint l'embrasser en disant qu'elle avait rêvé qu'elles étaient toutes ensemble sur une plage, elle sourit sans arrière-pensée, car elle savait que le chemin qu'elle avait suivi jusqu'ici n'avait pas été une erreur ni une coïncidence. C'était une trajectoire rendue possible par les choix, les douleurs et les silences. Elle n'était pas venue pour remplir un vide. Elle était là parce que la vie, parfois, offre des seconds départs sans effacer ce qui les précède.
Et dans cette maison, auprès de ses enfants, avec cet homme, elle savait qu'elle avait trouvé non une place qu'on lui donnait, mais un lieu qu'elle reconnaissait enfin comme le sien. Les mois passèrent, marqués par une continuité paisible que ni Guillaume ni Élise n'auraient pu imaginer au début de cette étrange rencontre. L'hiver laissa place à un printemps doux, où la vigne recommençait à se couvrir de jeunes feuilles, et le silence ancien qui avait imprégné la maison s'était peu à peu transformé en fond sonore vivant, ponctué de rires, de pas légers, de voix d'enfants et de dialogues partagés sans retenue. Élise ne vivait plus comme une invitée ni comme une présence temporaire. Elle faisait désormais partie de la maison, non par un titre, ni par un statut formel, mais parce que chaque recoin de l'espace portait son empreinte discrète, chaque moment du quotidien s'enrichissait de sa manière d'être, attentive et juste. Camille et Zoé avaient trouvé en elle bien plus qu'une figure de réconfort. Elle était devenue leur repère principal, celle vers qui elles se tournaient en premier pour un pansement, une histoire, un regard d'encouragement. Leur attachement n'avait rien d'un remplacement affectif. Il s'agissait d'un lien autonome, construit dans le présent, sans effacer la mémoire de leur mère. Les jumelles continuaient à parler d'Amélie avec naturel, parfois même avec Élise, qui accueillait ses paroles sans crispation, sans détournement. Elle savait que l'amour des enfants ne se divise pas, mais s'additionne. Guillaume, quant à lui, vivait une transformation intérieure plus lente, mais tout aussi profonde. Il avait cessé d'attendre un signe, une décision spectaculaire. Il avait compris que l'amour après une perte ne surgit pas comme un miracle, mais s'établit comme un choix patient. Ce qu'il ressentait pour Élise s'était tissé avec les jours, dans les silences acceptés, dans les gestes partagés, dans les nuits calmes où chacun dormait en sachant que l'autre était là. Il n'avait plus besoin de projeter, ni d'analyser. Il se contentait de vivre, avec elle, chaque moment qui venait. Élise, de son côté, avait trouvé une forme de paix qui lui avait longtemps échappé. Elle ne portait plus la culpabilité diffuse d'être celle qui était restée alors qu'Amélie était partie. Elle avait compris, à travers les mots laissés dans les carnets, à travers les regards de Guillaume et des filles, qu'elle n'avait rien pris, rien volé. Elle construisait quelque chose de différent, d'indépendant, même si cela s'enracinait dans une histoire plus ancienne. Le lien avec Amélie ne disparaîtrait jamais, mais il n'était plus une ombre. Il était devenu une fondation silencieuse, sur laquelle un présent nouveau pouvait s'édifier. Un dimanche matin, alors que les premiers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux, Élise se leva plus tôt que d'habitude. Elle descendit dans la cuisine, fit chauffer de l'eau pour le thé, puis sortit sur la terrasse avec une couverture sur les épaules. Le jardin, encore humide de rosée, s'étendait devant elle paisible. Elle observa les feuilles, le vieux noyer, les allées de gravier, le banc au fond de l'allée que Guillaume avait récemment réparé. Tout lui semblait à sa place. Elle se surprit à sourire, non pas parce que quelque chose d'extraordinaire venait d'arriver, mais parce qu'elle ressentait enfin, dans chaque cellule de son corps, qu'elle appartenait à ce lieu. Guillaume la rejoignit un peu plus tard, une tasse à la main, et s'assit à côté d'elle sans parler. Ils restèrent là longtemps à écouter les bruits du matin. Puis, dans un geste simple, il posa sa main sur la sienne. Elle ne bougea pas. Elle la serra. Et dans cet échange muet, tout fut dit. Il n'y eut pas de déclaration, pas de grande décision. Il n'y en avait pas besoin. Ce qu'ils partageaient dépassait les mots. Dans les semaines qui suivirent, Élise décida de ne plus reprendre de travail à l'extérieur. Elle continua à s'occuper des jumelles, à vivre dans la maison, à participer aux décisions du quotidien. Officiellement, rien ne changea. Officieusement, tout était en place. Guillaume aménagea un espace dans le bureau pour elle, un coin de lecture qu'elle transforma bientôt en petit atelier d'écriture. Elle y passait ses après-midi libres, écrivant des souvenirs, des pensées, parfois même des histoires inspirées des filles. Elle ne les montrait à personne. Ce n'était pas le but. C'était une manière de rassembler ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle vivait, ce qu'elle espérait. Camille et Zoé, quant à elles, grandissaient vite. Leur langage s'enrichissait. Leur caractère s'affirmait. Mais elles restaient unies, inséparables, partageant chaque découverte avec une intensité bouleversante. Leur lien avec Guillaume s'approfondissait aussi, nourri par la stabilité retrouvée. Il redevenait le père attentif qu'il avait été avant le drame, plus serein, plus disponible. Un jour d'été, alors qu'elle jouait dans le jardin avec Élise, Guillaume les observa depuis la fenêtre du salon. Il les vit courir, tomber, se relever, rire aux éclats.
Élise se tenait au centre, attentive mais sans intervenir, leur laissant l'espace d'exister. Il ne bougea pas. Il resta là à regarder, en silence. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ressentit ce qu'il n'osait plus espérer. Une forme de joie pleine. Pas la joie euphorique des débuts d'amour, ni l'excitation de l'inattendu. Une joie mature, enracinée, qui vient de la continuité, de la justesse, de la cohérence entre les choses. Ce soir-là, alors qu'il fermait les volets avec Élise, il lui demanda si elle voulait qu'ils fassent un dîner rien que pour eux deux, le lendemain soir. Les filles dormiraient chez la tante de Guillaume. Elle accepta d'un sourire léger. Ils ne dirent rien de plus, mais ils savaient que ce dîner serait plus qu'un repas. Ce serait la reconnaissance officielle d'un chemin parcouru ensemble, sans stratégie, sans promesse précipitée. Lorsque le lendemain arriva, tout fut simple. La table dressée avec soin, un plat qu'ils préparèrent à deux, une lumière douce, pas de discours, seulement un moment suspendu, dans lequel ils se regardèrent autrement, non plus comme deux personnes réunies par les circonstances, mais comme deux adultes prêts à choisir l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il comble. Ils ne parlèrent pas d'avenir, ils ne parlèrent même pas d'amour. Ce n'était pas nécessaire. Tout était là, dans la présence partagée, dans les gestes qui n'avaient plus besoin d'être traduits. Et dans ce jardin où le silence avait autrefois été un cri de douleur, ce fut désormais une musique de paix.